Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. On y va alors, c'est l'édito. Vous avez remarqué ce matin, c'est un peu particulier sur Sud Radio. On n'a pas de publicité, mais on a des chansons et puis on a les émissions habituelles. Alors, il y avait ce matin un discours du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui était invité à l'Assemblée nationale pour parler devant les députés après les cérémonies hier du débarquement et qui continue d'ailleurs aujourd'hui. Et on va écouter ce qu'a dit ce matin Volodymyr Zelensky devant la représentation nationale. Nous vivons à une époque où l'Europe n'est plus un continent de paix, malheureusement, et à une époque où le nazisme revient, malheureusement. De nouveau, en Europe, les villes sont entièrement détruites, des villages sont incendiés. De nouveau, en Europe, apparaissent des camps de filtration, de déportation et la haine. Et ce parallèle avec le nazisme, avec la Deuxième Guerre mondiale, il est présent dans tous les discours, y compris le discours de Joe Biden hier lors des célébrations du débarquement. La lutte entre la dictature et la liberté est sans fin. Ici, en Europe, nous en avons un exemple flagrant. L'Ukraine a été envahie par un tyran déterminé à dominer. Les Ukrainiens se battent avec un courage extraordinaire, subissent de lourdes pertes, mais ne renoncent jamais. Ne renonce jamais comme les États-Unis. Ces discours guerriers ont été bien sûr surenchéris par Emmanuel Macron également lors de ces discours. On va écouter et toujours ce parallèle entre l'histoire actuelle et l'histoire passée et vouloir toujours faire de Poutine une sorte de nouvel Hitler. On écoute Macron. Face à ceux qui prétendent changer les frontières par la force ou réécrire l'histoire, soyons dignes de ceux qui débarquèrent ici. Votre présence ici en ce jour, Monsieur le Président d'Ukraine, dit tout cela. Alors, ce président d'Ukraine, donc, qui était hier aux célébrations, ce matin à l'Assemblée, Manuel Valls avait été convié, de même qu'Alain Juppé, Monsieur Debré également, tous pour écouter Volodymyr Zelensky, tous non. Il y avait plusieurs députés qui n'avaient pas fait le déplacement parce qu'ils étaient en circonscription et puis parce que aussi ils ont critiqué le timing de cette invitation du président ukrainien, disant que c'était une sorte de bug dans la campagne à 2 jours des élections. Mais la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, n'est pas de cet avis-là, on l'écoute. J'ai beaucoup entendu cela, mais vous savez, entre le 6 juin, jour du débarquement, et le 9 juin, jour des élections, il y a le 7 et le 8 juin. Nous sommes le 7 juin, donc voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. C'est vraiment pinailler et faire des polémiques à 2 balles, si vous me pardonnez cette expression. On vit un grand moment démocratique, et vous avez le président d'un pays en guerre. Un grand moment démocratique, enfin c'est plutôt quand on vote les lois et qu'on ne passe pas par décret ou par 49.3, mais là bon, c'est tout à fait autre chose. C'était la parole de Zelensky. Alors il y avait un député à gauche qui était là, c'est Fabien Roussel du Parti communiste, et qui lui s'inquiète en fait de ces discours très bellicistes qui voudraient plonger l'Europe à nouveau dans une sorte de 3e guerre mondiale. On l'écoute. Empêcher Poutine de gagner la guerre, lui faire respecter le droit international, c'est ce qui doit tous nous mobiliser. Mais je suis extrêmement inquiet par les propos que vient de tenir le président ukrainien, qui lui fait la comparaison avec le débarquement du 6 juin 1944, appelle à un nouveau D-Day, un nouveau débarquement, en faisant ce parallèle, en comparant Poutine à Hitler, en comparant l'invasion de l'Ukraine avec la Shoah. Il fait, je pense, une comparaison malheureuse et il appelle à ce que l'Europe entre dans une 3e guerre mondiale. Nous avons tous dit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, plus jamais ça. 60 millions de morts, plus jamais de 3e guerre mondiale. Et oui, plus jamais de 3e guerre mondiale, et beaucoup ont critiqué également les annonces d'Emmanuel Macron et puis cette volonté d'aller toujours plus loin dans l'escalade, même si on se cache en disant que ce n'est pas une escalade ni une co-belligérance. Voilà, on va en parler avec Benjamin Morel qui est dans un instant notre invité. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Benjamin Morel, bonjour. Alors, vous avez peut-être écouté également ce matin le discours de Volodymyr Zelensky et surtout hier l'interview d'Emmanuel Macron, assez flou en réalité sur l'aide apportée par la France à l'Ukraine. Alors, il y aura
des avions, des Mirage 2000-5, a-t-il dit, mais on ne sait pas le nombre, on ne sait pas non plus le nombre d'armes qui seront fournies par la coalition. Pour ce qui est de la formation des soldats ukrainiens, il a parlé d'une brigade de 4500 personnes avec équipement, armes, etc. Et sur l'envoi de formateurs français, de l'armée française sur le territoire ukrainien, alors là c'était le grand flou, une sorte de tour de passe-passe expliquant qu'il y avait le territoire ukrainien en guerre et le territoire ukrainien qui n'était pas en guerre, et donc on pouvait quand même faire un truc. Mais bon, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de cette interview? On est sur un flou qu'on peut entendre du point de vue, je dirais, des relations diplomatiques, des affaires militaires. C'est-à-dire que si vous annoncez trop clairement ce que vous allez faire, fondamentalement, cela devient relativement inutile. Le problème en la matière pour Emmanuel Macron, et c'est pas la première fois que là-dessus il pêche, c'est qu'il y a une forme de conjonction de différents agendas. Un agenda qui est un agenda extérieur, où là, en effet, le flou s'entend, le flou est nécessaire, et également pour ménager les partenaires européens et les partenaires américains. Et de l'autre côté, un agenda interne qui implique de faire des annonces, parce que potentiellement, tout ça peut avoir un impact sur une campagne électorale, sur un effet drapeau, sur une cote de popularité du chef de l'État. Souvenez-vous, quand il parlait potentiellement de l'envoi de troupes en Ukraine, pareil. Berlin est tout d'un coup hérissé parce qu'on ne l'avait pas prévenu qu'on allait rentrer dans la Troisième Guerre mondiale, mais ça avait un sens du point de vue de la politique interne. Ouais. Conjoindre les deux, c'est fondamentalement contre-productif, parce que du point de vue de l'extérieur, ça décrédibilise votre parole, et du point de vue intérieur, pour l'instant, l'effet drapeau, il se fait attendre. Ça a été de nombreuses critiques, d'ailleurs, des oppositions qui disaient que cette utilisation de l'Ukraine est un peu une grosse ficelle pour et la prise de parole d'hier soir du président de la République au JT pour pousser sa candidate, qui est à la peine dans les sondages, et que finalement, tout ça, c'est du discours de campagne, et pas autre chose. Alors, il y a un élément structurel, un élément conjoncturel. D'un point de vue structurel, on a un président de la République en France qui est une sorte de Janus. Il incarne à la fois l'unité de l'État, la continuité de cet État, la France à l'international. Et là, on ne peut pas lui reprocher que le 6 juin, c'est le 6 juin, en effet. Et de l'autre côté, il est chef officieux d'un gouvernement, d'une majorité. Et donc, cette conjonction pose fondamentalement problème. C'est pas la première fois, d'ailleurs. Vous savez, la question des temps de parole en période de campagne, on a déjà eu la jurisprudence en 2008, la jurisprudence Hollande, et à l'époque, c'est Hollande, chef de l'opposition, qui attaque Sarkozy. Donc, c'est pas si nouveau. En revanche, il est vrai qu'ici, il y a un intérêt majeur pour Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui d'un point de vue électoral? L'électorat macroniste est démobilisé. Il n'est pas là. Alors que normalement, c'est un électorat qui doit être là aux élections intermédiaires. C'est un électorat retraité, CSP+. Il n'a pas envie d'aller voter. Si vous voulez le mobiliser, eh bien, il faut rendre les enjeux extrêmement importants. Il faut lui expliquer que il y a quelques mois, c'était Munich 1938. Maintenant, c'est le D-Day. Et en espérant que, in fine, dimanche matin, ils se disent quand même je vais aller voter, parce que sinon, le pays va retomber sous l'occupation. Oui, mais qu'est-ce que vous avez pensé justement de cette campagne? On peut revenir dessus, au-delà de l'allocution d'Emmanuel Macron, où la candidate de Renaissance, Valérie Hayé, a été tout le temps shadowban, enfin mis de côté par le Premier ministre, Gabriel Attal, qui prend la parole pour elle, Emmanuel Macron qui se met sur les affiches et qui l'enlève carrément. Un des derniers posts sur les réseaux sociaux, c'est simplement Emmanuel Macron en photo pour dire le 9 juin, voter pour l'Europe. On a l'impression que cette pauvre Valérie Hayé, d'ailleurs c'est François-Xavier Bellamy qui le disait, n'est pas aidée et qu'elle est clairement mise de côté par ceux qui gèrent la campagne à sa place, Premier ministre et Président inclus. Elle est clairement mise de côté et elle n'a jamais eu pour but, en réalité, dans le camp macronien, d'exister réellement dans cette campagne, tout bêtement, parce que vous n'envoyez pas une candidate. Une campagne européenne, c'est une campagne où il y a beaucoup d'abstention qui passe en règle générale sous les radars. Vous ne faites pas un nom sur une campagne européenne, mais vous pouvez capitaliser en revanche sur un nom qui existe déjà. On envoie Valérie Hayé, personne ne la connaît, il n'y a pas de teasing sur son nom, elle n'est pas connue en amont, et donc évidemment ça ne va pas bien se passer. Mais malgré tout, on a envoyé Gabriel Attal dès le mois de janvier. On sait qu'il plaît à l'électorat macronien. On sait également que l'électorat de 2022, il n'a pas voté Renaissance. Il a voté Emmanuel Macron. On est dans le cadre d'une structure mouvementiste. Le parti, l'identité politique, ça n'existe pas pour l'électorat. Ce qui existe, c'est le chef de l'État. Et donc, si jamais on veut ramener cet électorat aux urnes, il faut lui donner du Macron, il faut lui donner un peu d'Attal. La tête de liste n'a que relativement peu d'importance. Le problème, évidemment, c'est que, c'est très méprisant pour Valérie Hayé qui fait le boulot. Et de l'autre côté, force est de constater que depuis 2 mois, ça marche quand même pas. Et non, ça ne fait que baisser même. Elle est partie sur 20% d'intention de vote, elle est à 15, 16, avec bien sûr la question de savoir si Raphaël Glucksmann pourrait passer devant le candidat du PS. Mais il y a eu de nombreuses critiques également sur cette mise en scène de l'adversaire choisi, en l'occurrence le Rassemblement National, avec ce débat Attal, Premier ministre, et Bardella, candidat du RN, avec ce moment de question, est-ce que Emmanuel Macron serait prêt à débattre avec Marine Le Pen, comme si
si toutes les élections dorénavant seraient un candidat d'un parti unique contre le Rassemblement national, et puis on sort les grosses ficelles sur l'extrême droite, attention, le rempart. D'ailleurs, hier soir, dans l'interview, Anne-Sophie Lapix posait la question, mais vous aviez dit que vous allez faire baisser l'extrême droite. Regardez où on en est. Ils sont aux portes du pouvoir en 2027. C'est logiquement absurde et en même temps stratégiquement c'est pas incohérent. Logiquement c'est absurde parce que en effet l'idée qu'il y aurait un vote utile, que le Rassemblement national serait aux portes du pouvoir avec cette élection est idiot, tout bêtement, parce que fondamentalement ce qui peut se passer au niveau du Parlement européen, c'est peut-être une poussée en effet des groupes de l'extrême droite eux-mêmes divisés, le CR, ID, il y en aura peut-être même un troisième, et in fine il n'y aura pas de basculement de la majorité au sein du Parlement européen. Ce sont des chimères. Oui, et ça reste le PPE, qui est le parti social-démocrate allemand, qui tient le gros des sièges depuis toujours. Il y aura le PPE, et le PPE ne peut vraiment construire d'alliance structurelle qu'avec le New, le parti dans lequel siège la République En Marche, et avec les sociaux-démocrates. Donc il n'y a pas vraiment de majorité alternative au sein du Parlement européen. Il peut y avoir quelques basculements vis-à-vis de l'ECR, le groupe de Mélanie, sur certains textes, mais c'est tout. Donc l'idée que le RN soit à 30 ou à 25% ne changera rien dans la configuration européenne. En revanche, si vous voulez mobiliser votre électorat, si vous voulez que vos électeurs aillent voter, or, dans une élection européenne où il y a beaucoup d'abstention, celui qui l'emporte, c'est celui qui arrive le mieux à mobiliser son électorat. Eh bien, vous avez tout intérêt à dramatiser les enjeux. Il n'y a pas de vote utile. Ça n'a absolument aucun sens pour une élection transnationale proportionnelle, le vote utile. Mais si jamais vous l'arrivez à mobiliser, il faut déclencher un effet de vote utile. Regardez ce qui s'est passé pour François-Xavier Bellamy, pas cette fois, mais en 2019. L'électorat LR se divise à peu près en trois. Une partie reste à LR, une partie vote à l'époque Bardella pour mettre des bâtons dans les roues d'Emmanuel Macron par anti-macronisme, et une partie vote l'oiseau pour faire barrage au RN. Ça n'a pas de sens du point de vue logique. Mais en revanche, électoralement, ça permet de capitaliser, et donc c'est pas tout à fait idiot, et c'est le principe de la campagne de 2019, comme de celle de 2022, même si aujourd'hui on le voit, il y a quelques petites choses qui changent, et ça marche moins bien. Alors on va se retrouver dans un instant pour parler de cette campagne des Européennes et de l'omniprésence médiatique d'Emmanuel Macron, avec bien sûr en toile de fond cette guerre d'Ukraine. Les 6 et 7 juin, vivez la fête de la radio avec Sud Radio. Bonne fête de la Vrai. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on se retrouve avec Benjamin Morel, politologue et maître de conférences en droit public, pour parler de l'allocution d'Emmanuel Macron, mais aussi de la campagne des Européennes. Au-delà de la mise en scène de deux candidats très très visibles, Bardella et Emmanuel Macron, puisqu'on n'a pas vu beaucoup Valérie Hayé, il y a quand même 38 listes qui présentent des listes, des partis qui ont eu le droit à très peu de temps médiatique. Le débat des petits partis, entre guillemets, c'était mardi soir en deuxième partie de soirée. Ils ont 10 minutes, même pas, pour s'exprimer. Qu'est-ce que ça dit, en fait, de la vitalité démocratique du pays? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de prime au plus gros avec l'équité, avec la façon dont sont gérés les temps médiatiques des différents responsables politiques? C'est très compliqué à gérer, en réalité. D'ailleurs, y compris pour les autorités publiques, surtout d'ailleurs pour les autorités publiques. Il y a un principe assez fondamental en sociologie électorale. Plus vous êtes visible, plus vous attirez de votants. Oui. Et donc il y a un effet qui est un effet, je dirais, pervers. Plus vous montez dans les sondages, plus les médias s'intéressent à vous, plus les médias s'intéressent à vous, plus vous montez dans les sondages, moins les médias s'intéressent à vous, et bien plus les sondages ne vous sont pas favorables, plus ils jugent que vous êtes une petite liste, et donc ce faisant, ils vous blacklistent, sans mauvais jeu de mots. Donc cette situation-là, elle est a priori relativement délétère. Dans un régime politique idéal, on aurait une stricte égalité des temps de parole des listes, parce qu'a priori, la petite liste qui est aujourd'hui à 0,0001% dans les sondages, voire même qui n'est même pas testée, elle a des choses à dire. Elle pourrait être intéressante à écouter tout autant que des grandes listes qui parfois ont à peine un programme. Donc, fondamentalement, ce serait intéressant. Le problème, c'est que si jamais vous présentez à égalité les 38 listes, est-ce que c'est gérable d'un point de vue médiatique? Là, je renvoie la question aux journalistes. Ça va être compliqué. Et c'est tout le problème. Évidemment, c'est bien le problème. Voilà. Mais il y a quand même des partis qui n'ont pas droit au chapitre. Enfin, les partis qui portent le Frexit, par exemple, ne sont jamais invités au-delà des temps de campagne électorale. Les partis dits d'extrême gauche, NPA, Lutte ouvrière, etc., pareillement. Enfin, on voit bien qu'il y a aussi un peu toujours. Et pourtant, ce sont des partis qui représentent une certaine partie de l'opinion publique et qui essayent de faire vivre les idées. La question, c'est en fait le
dynamisme des idées politiques. Est-ce qu'il n'y a pas là un problème de biodiversité, entre guillemets, sur les idées politiques? Alors on a un problème, encore une fois, de capacité à jauger les temps de parole. Ce que dit le Conseil constitutionnel, si je refais mon juriste, c'est que il peut y avoir des écarts dans le traitement, que ces écarts se justifient eu égard à la lisibilité du débat public. En fait, il faut que les Français, dans le cadre d'une campagne électorale, soient en capacité de comprendre à peu près quels sont les enjeux. Si vous leur posez 38 listes, c'est pas lisible. Si vous leur en posez moins, ça peut être beaucoup plus lisible. La question ensuite, c'est quelle éventuelle barrière on pourrait mettre pour qu'il y ait moins de listes, pour que ça reste lisible. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui est filtrant? Est-ce que ce qui est filtrant, c'est les idées? Pas vraiment. C'est forcément d'autres biais, d'autres voies. Signature d'élus, vous donnez une prime aux grands partis installés. Parrainage citoyen, c'est pas idiot, mais ça implique que vos formations politiques, quand même, aient les moyens sur le terrain de mobiliser 10 000, 20 000 signatures. Dans tous les cas, d'un point de vue pratique et pragmatique, on aura toutes les peines du monde à organiser un débat sain si on ne réduit pas le nombre de listes. Il y a un effet d'opportunité et d'aubaine pour les élections européennes. Vous avez des élections qui coûtent relativement peu cher, parce que élection nationale, circonscription nationale, il n'y a pas non plus la barrière des 500 signatures comme pour la présidentielle. C'est très visible, c'est très audible, parce que proportionnel, intégral, etc. Donc pourquoi pas tenter, pourquoi pas exister? Le problème, c'est que le trop est souvent l'ennemi du bien. Et donc, en l'occurrence, il y a un effort de rationalisation d'un côté et ensuite de rééquilibrage vers l'égalité qui devrait être mené, mais ils doivent être menés de pair. Ouais, on est loin du compte avec l'omniprésence médiatique quand même du président de la République qui a utilisé aussi le temps mémoriel pour mettre en scène cette élection européenne d'une certaine façon. On peut voir son interview d'hier comme une sorte de discours de campagne. C'est une sorte de discours de campagne et à la rigueur, je vous dirais même qu'il est presque maladroit en la matière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a la jurisprudence récente de l'ARCOM qui fait que... L'ARCOM qui était tout à l'heure au micro de Sud Radio. Voilà, qui devrait normalement considérer qu'il y a des trucs qui ont quand même un peu à voir avec la campagne et donc décompter. En fait, fondamentalement, il n'a pas forcément besoin de parler d'élections européennes pour amener ses électeurs. Encore une fois, l'électeur de 2022, il a voté en pleine guerre en Ukraine pour Emmanuel Macron, chef de guerre. Il n'a pas vraiment besoin qu'on lui parle de campagne européenne. Il a besoin de voir Emmanuel Macron et qu'on lui donne le sentiment que s'il ne va pas voter dimanche matin, eh bien, la scène va se changer en sang, il y aura des pluies de grenouilles et que, in fine, très rapidement, les chars russes seront à Paris. Et donc, il a besoin de cet effet drapeau. Parce que, quel est le problème de la majorité aujourd'hui ? Le RN ne fait plus peur. À l'électorat de centre-droit, le RN ne fait plus peur, ou en tout cas plus assez pour se déplacer. Et donc, il faut que cet électorat ait le sentiment que quand même dimanche matin, il va devoir aller voter. On parle beaucoup d'un électorat âgé. Oui. Normalement, ils votent à ces élections. Et l'angoisse de « je n'ai pas eu mon petit tampon sur ma carte d'électeur cette fois-ci, et donc j'ai fait mal, et donc j'ai fauté », parce qu'en fait, il y a un sentiment de devoir du vote. C'est ça qui doit être activé par la majorité. Pour ça, si vous avez un chef de l'État qui explique que l'heure est grave, même s'il ne parle pas d'élection européenne, ça peut être suffisant. Encore faut-il que ce soit bien fait et que l'électorat de centre-droit ne soit pas assez dégoûté. Pour l'instant, il semble tout de même relativement l'être. Ouais, et il y a eu beaucoup Est-ce qu'il y a eu des passerelles en fait entre un électeur macroniste qui pourrait maintenant voter pour Marine Le Pen, ou est-ce que ça n'existe pas ? Ça reste marginal, mais ça existe. C'est-à-dire qu'on voit des électeurs Macron de 2022 qui peuvent voter Bardella. Mais beaucoup plus qu'un vote direct, il y a un effet de démobilisation et il y a un effet de dissonance pour cet électorat. Une partie de cet électorat, finalement, considère qu'il n'y a plus tant d'opposition avec Jordan Bardella. Je rappelle que la préférence nationale a été votée par une majorité Renaissance, dominée par Renaissance avec LR et les partis alliés. Donc aujourd'hui, le fossé qui sépare... Enfin, on se retrouve avec beaucoup d'idées qui sont les idées, d'ailleurs, ce que dit Marine Le Pen. On a gagné, puisque nos idées sont maintenant celles qui sont portées par la majorité. Et donc, si vous êtes un électeur de centre-droit, est-ce que vous pouvez encore considérer qu'il y a une nécessité à se mobiliser contre le RN, sachant qu'encore une fois, préférence nationale votée par l'Assemblée au mois de décembre. C'est compliqué, c'est complexe, c'est pas forcément évident. Donc vous avez un électorat qui ne croit plus vraiment en Emmanuel Macron. Ça, il y a quand même une baisse de la croyance dans le chef de l'État dans cet électorat-là, et qui en même temps n'a plus vraiment peur de Jordan Bardella et considère que, au fond, il y a quand même des valeurs communes. Arriver à mobiliser cet électorat, à lui faire dire qu'il devrait voter contre, si ce n'est voter pour Jordan Bardella,
c'est plus tout à fait évident pour la Macronie, d'où le gros problème et les ficelles de 2019 qui marchaient bien. Souvenez-vous, discours de Quimper, la lèpre nationaliste monte. À l'époque, l'électorat de centre-droit se dit « Mon Dieu, il y a un vrai problème, il faut aller voter pour Nathalie Loiseau ». Aujourd'hui, ça ne marche plus. La réalité, c'est que Jordan Bardella ne leur fait plus peur et donc se déplacer un dimanche matin n'est plus une évidence. L'autre thème qui a été au centre de la campagne des Européennes, c'est Gaza, choisi par la France Insoumise en particulier. Là aussi, c'est pour trouver un électorat, trouver un clivage important et mobiliser, ou comment vous voyez cette ultra-mobilisation de la France Insoumise pour la cause palestinienne? Vous allez me trouver encore une fois un peu monomaniaque sur mes questions de mobilisation électorale, mais c'est vraiment la clé. C'est-à-dire que dans une élection où il y a beaucoup d'abstention, vous gagnez si vous mobilisez vos électeurs. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un électeur Macron sur 2 de 2022 qui ne va pas voter. Il y a un électeur, il y a 60% des électeurs de Marine Le Pen qui vont voter à ces élections. Ça explique la différence. Du côté de la France Insoumise, il y a un éparpillement d'une partie de l'électorat, mais il y a surtout une très forte démobilisation de cet électorat. Le problème de la France Insoumise n'est pas tant qu'elle perd des électeurs pour ailleurs, c'est que ces électeurs viennent uniquement pour les présidentielles. C'était la même chose en 2019. Comment est-ce que vous arrivez à parler à ces électeurs? Pour leur parler, en effet, le thème Gaza peut être un outil qui peut être un outil de mobilisation. D'ailleurs, on le ressent un peu dans les enquêtes. Surtout, par ailleurs, c'est un thème important pour la suite. Parce qu'une fois que vous avez bétonné sur ce sujet, que vous avez parlé à cet électorat de ce sujet qui apparaît relativement secondaire, voire même tabou pour les autres listes et pour les autres partis politiques, ça veut dire que pour les prochaines échéances, notamment celle de 2027, vous avez là éclairci le terrain, vous avez montré des gages, et donc ça veut dire que c'est un électorat qui peut-être ne sera pas là massivement maintenant, et qui peut l'être pour la suite, ce qui vous permet, une fois que vous tenez votre base, potentiellement d'élargir, de tenir d'autres discours vis-à-vis d'électorats qui seraient plus charnières dans une présidentielle. Donc même si, stratégiquement, aujourd'hui, ça ne porte pas, ça ne veut pas dire que c'est absurde à moyen terme. Ouais, mais est-ce que ça va payer? Puisque à chaque élection européenne, on voit quand même que le parti numéro 1, c'est celui de l'abstention, systématiquement. De fort taux d'abstention, c'est un pari aussi sur les abstentionnistes, là, qui risque d'être dangereux. C'est un pari sur les abstentionnistes qui ne sera probablement pas gagné par la France Insoumise, encore une fois, à court terme. Ça peut être très intelligent pour la prochaine présidentielle, pour les prochaines échéances. Là, ça permet de mobiliser à la marge. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait que Raphaël Glucksmann domine le match à gauche? En fait, vous avez un électorat CSP+, à gauche, qui est un électorat qui vote pour les européennes. D'habitude, cet électorat, il vote beaucoup pour les Verts. Là, la liste verte est un peu dans les choux. On va en parler dans un instant avec notre invité Priscilla Ludowski qui vient d'arriver. Et de l'autre côté, vous avez Emmanuel Macron qui a dégarni son flanc gauche avec la loi immigration, etc. Donc il y a un espace électoral qui, là, est en jachère. Raphaël Glucksmann exerce cet espace électoral. Il ne votera pas la France Insoumise, plutôt CSP+, grande ville, etc. Donc ça permet de dominer et de déclencher un petit effet vote utile. C'est bien pour les européennes, comme à chaque fois les Verts font de très très bons scores, ça ne suffit pas pour une présidentielle. Pour les présidentielles, vous avez besoin de mobiliser l'électorat populaire. Et donc, vous avez besoin d'adresser d'autres messages. Le RN le fait, l'AFI le fait. Et là-dessus, c'est un pari pour l'avenir qui n'est jamais gagné pour les européennes, mais qui permet de poser des petits cailloux pour espérer atteindre de nouveaux horizons. Et dernière question sur le choix stratégique d'Emmanuel Macron en fonction du résultat. Alors lui dit qu'il ne veut pas parler de politique fiction hier, mais si son parti se retrouve défait dans les urnes, est-ce qu'il sera obligé de faire des aménagements au sein du gouvernement? Certains parlent d'une dissolution ou rien et passer aux Jeux Olympiques. Je crois qu'on va passer aux Jeux Olympiques et il se passera peut-être quelque chose à la marge au mois de septembre, parce qu'il faudra bien faire quelques réajustements, parce qu'il y a quelques ministres qui veulent partir, etc. C'est ça, les options sont lesquelles? La première option, c'est la dissolution. Aujourd'hui, il y aurait probablement une majorité encore plus resserrée pour Emmanuel Macron, pas de majorité du tout, voire même des majorités contre lui. Donc il n'y a pas intérêt. De l'autre côté, il y a le changement de Premier ministre. Peut-être, mais pour qui? Quelqu'un de droite, certes, mais regardez ce qui s'est passé lors de la réforme des retraites. Au mois de janvier, LR et la majorité top. Ciotti top en disant on va vous soutenir. Ça finit comment? Ça finit par un 49 alinéa 3 avec une motion de censure qui échoue ric-rac. Pourquoi? Parce que le groupe LR est trop divisé. Si vous nommez, admettons, il a dit non, mais Gérard Larcher à Matignon, ça fait quoi? Ça fait que vous avez peut-être 20 députés LR qui vous reviennent. De l'autre côté, vous avez des députés de centre-gauche de la majorité qui vont se carapater. Vous ne gagnez rien, vous ne rendez pas le pays plus gouvernable. Et donc, ce faisant aujourd'hui,
pour Emmanuel Macron, les difficultés sont telles que, à part tenter de gérer les canards boiteux et de faire de l'activisme, c'est-à-dire bouger pour donner le sentiment que quand même on est encore en capacité d'agir sur le réel et que donc on n'entre pas totalement dans une période de chiracisation du quinquennat, c'est à peu près la seule option, la dernière option qui reste. Je crains pour lui que ce ne soit que de la communication. Merci beaucoup Benjamin Morel d'avoir avec nous décrypté cette campagne et puis l'allocution d'Emmanuel Macron. On se retrouve dans un instant avec Priscilla Ludowski pour parler de la liste ELV, bien sûr, les européennes, mais aussi d'autres sujets. À tout de suite sur Sud Radio. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité pour cette deuxième partie d'émission, c'est Priscilla Ludowski. Bonjour. Figure connue du mouvement des Gilets jaunes. Et vous êtes candidate sur la liste ELV, les écolos. Qu'est-ce qui vous a amené en fait à rejoindre cette liste pour les européennes ? Bonjour, et oui, je suis sur cette liste à la 9e position en tant que société civile. Ce sont les candidatures dites d'ouverture, comme ça que les présentent les écologistes. Et qu'est-ce qui m'a amené à arriver sur cette liste ? J'ai déjà travaillé avec Marie Toussaint, on a écrit un livre ensemble sur les violences environnementales. D'ailleurs, ce livre a émergé d'une discussion qu'on avait sur les Gilets jaunes et l'implication des personnes qui militaient dans le mouvement des Gilets jaunes sur les questions environnementales. Et de là, j'ai pu travailler avec Marie. Mais de manière plus générale, j'ai travaillé sur la question du travail et de la fiscalité avec des écologistes de manière ponctuelle depuis 2019. Donc, c'est peut-être tout naturellement que j'arrive à cette liste aujourd'hui, alors en tout cas en 2019 et même jusque 2023, j'avais pas du tout l'intention de me lancer en politique. Enfin, vous aviez travaillé sur les mouvements citoyens aussi à l'issue des Gilets jaunes, savoir comment aussi faire vivre les idées, les mouvements politiques au-delà justement des écuries existantes. Clairement, oui, le sujet de la démocratie, ça a été un gros volet du mouvement des Gilets jaunes. Donc j'ai travaillé sur des ateliers qui permettent de questionner la Constitution et de travailler à ce que chacun et chacune puisse se saisir de cet exercice, de contribuer à écrire les règles du jeu, on va dire, de la société, en tout cas les règles de fonctionnement. Et puis ensuite, de manière plus générale, avec ce qu'on a appelé des assemblées citoyennes, et voilà, tout ce type de dispositif pour questionner un peu la manière dont on crée une mesure et de faire qu'elle soit en tout cas plus juste, dans le sens où c'est ce qui avait mené à la création de la taxe carbone et de la pétition que j'ai lancée, c'est que c'était une mesure qui selon moi était mal articulée parce qu'elle impactait toujours les mêmes, de la même manière. Donc je rappelle juste que le kérosène n'était pas taxé, le fuel maritime n'était pas taxé, et toujours pas aujourd'hui, alors même qu'en tant qu'automobiliste on était surtaxé. Donc c'était où était la justice dans cette affaire, et c'est ce qui nous a amené en fait à questionner les espaces démocratiques et dire en fait on n'a plus confiance aux politiques et aux institutions. Comment on fait en tant que citoyen et citoyenne pour travailler à construire aussi ces mesures-là pour qu'elles soient moins gênantes. Mais du coup, est-ce que le fait que vous soyez sur cette liste va redonner confiance aux politiques ou pas ? Comment ça se passe finalement ? J'ai envie de dire qu'à titre personnel, j'ai testé les manifestations, les tribunes, les pétitions, voilà, tout un tas de choses, les actions de désobéissance civile, et je pense qu'il faut une combinaison de tout ça, avec les actions en justice aussi, voilà, tout ce type de choses. Et que pourquoi pas l'échelle européenne est intéressante dans le sens où ça permet de travailler sereinement sur le fond des sujets et que ça a un impact sur notre quotidien. C'est juste peut-être qu'on s'en rend pas compte, mais travailler les directives, ça a un impact sur notre quotidien. Et j'ai envie d'amener ce sujet de la démocratie avec des choses qu'on porte dans le programme, de manière peut-être je peux donner des exemples là aux personnes qui nous écoutent. Je porte le RIC européen, donc le référendum d'initiative citoyenne européen, pour qu'en fait on ait une personne à l'échelle de l'Union qui puisse initier une pétition et pourquoi pas déclencher un référendum. Ça n'existe pas aujourd'hui. Non, ça n'existe pas. Ce qui existe aujourd'hui, c'est l'ICE, l'initiative citoyenne européenne, qui en fait nécessite qu'il y ait 7 personnes situées dans l'Union européenne. Dans différents pays. Dans différents pays et qui constituent un comité citoyen. Et qui réunissent 1 million de signatures. Et il y a déjà eu des ICE qui Il y en a eu une centaine, lancées principalement par les écologistes d'ailleurs, mais pas les écologistes uniquement français, mais à l'échelle de l'Union. Et donc c'est un outil qui est bien utilisé, mais qui a aussi ses limites. C'est pour ça qu'il faudrait aussi travailler à l'alléger. Donc c'est aussi une des choses que j'ai envie de faire, mais surtout d'instaurer ce RIC pour qu'on puisse amener la possibilité pour une personne de lancer un débat public à l'échelle de l'Union, pourquoi pas. Et puis quelque chose de beaucoup plus large comme l'Assemblée constituante. Ce qu'on porte aussi, c'est ça. C'est de dire qu'en fait, il y a des choses qui fonctionnent pas très bien à l'échelle de l'Union européenne et on aimerait que chacun et chacune puisse contribuer à réécrire les règles du jeu de l'Europe. Et je dis ça parce que dans le mouvement des Gilets jaunes, beaucoup ne croient pas forcément en l'Union européenne. Ils disent mais en fait comment ça nous impacte, nous on n'y croit pas, c'est loin de nous, etc. Je trouve que cette mesure elle est très intéressante de dire qu'on peut
lancer une assemblée constituante et mettre autour de la table des acteurs et des actrices qui vont questionner le fonctionnement, permettre le droit de vote à 16 ans, permettre ce RIC, permettre tout un tas de mesures qui accroît la transparence dans les interactions qu'il y a au sein du Parlement, notamment avec les lobbyistes qui ont un accès facilité, ils ont un badge pour entrer au Parlement, comme les eurodéputés, ce qui est inadmissible. Ils ont un registre des lobbyistes aussi qui sont marqués quel rendez-vous ils ont avec quel député. C'est pas tellement transparent, donc on appelle aussi à ce qu'il n'y ait plus de transparence là-dessus parce que c'est assez flou et c'est absolument pas normal qu'ils aient accès au Parlement comme un eurodéputé. Donc voilà, il y a tout un tas de choses comme ça que moi j'ai envie de porter. Et autre scandale ou questionnement sur le double emploi, c'est-à-dire que vous pouvez être eurodéputé et avoir une activité, comme ça avait été le cas pour Rachida Dati, qui était avocate, et donc travailler avec des lobbies en dehors de votre mandat d'eurodéputé. Là aussi, ça pose question, sachant que vous êtes extrêmement bien payé en tant que député européen. Pourquoi avoir droit à avoir une double activité, notamment avec des lobbies? Là, c'est vraiment particulier. Ça questionne vraiment, et c'est absolument pas normal, et je trouve qu'on ne questionne pas assez ces questions démocratiques parce qu'on les relègue un peu au second plan en se disant alors évidemment les questions sociales sont importantes, évidemment les questions environnementales sont importantes, mais si on travaille au sein d'une institution qui est fragilisée, comment on fait pour mettre ces mesures-là en place? Eh oui. Donc c'est aussi à la fois se protéger avec un bouclier de toutes ces grandes multinationales qui ont accès libre, qui influencent les eurodéputés d'une certaine manière. Et donc si c'est publié, si c'est bien transparent et visible, accessible surtout, du citoyen ou de la citoyenne lambda, ce sera peut-être plus difficile de... Voilà, la transparence, on en est loin. Quand on voit les contrats avec Pfizer d'Ursula von der Leyen, elle n'a pas voulu fournir ses SMS, contrats où il a fallu se battre pour avoir accès à ces contrats. Enfin, la transparence, c'est pour les autres, on a l'impression. Alors, c'est pour les autres, mais peut-être toujours les mêmes. Ouais, c'est ça le problème. Enfin, si je reviens à l'échelle nationale et à la taxe carbone, quand j'avais rencontré les ministres à l'époque de la transition écologique, et je lui demandais mais qu'est-ce que vous faites avec les taxes et il n'était pas capable de répondre. J'avais demandé les justificatifs pour la forme. On n'est pas là à demander un ticket de caisse, n'est-ce pas? Mais pour la forme, je demandais comment avez-vous utilisé ces fonds, et il m'avait promis à plusieurs reprises qu'ils allaient me transmettre les justificatifs. Et après, la secrétaire d'État avait aussi confirmé en direct à la télé, je citerai pas la chaîne, parce que je l'avais interpellée en duplex volontairement, de manière provocatrice, et elle avait dit oui, on vous donnera les justificatifs en direct. Elle n'a jamais donné quoi que ce soit, et en fait, on a appris plus tard que ça avait été détourné vers le CICE, qui est un avantage fiscal. Oui, pour les entreprises. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, on met des dispositifs en place, et puis il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de suivi. En fait, on détourne un peu l'argent des Français, en fait, finalement. Systématiquement, oui, sans traçabilité, si ce n'est la Cour des comptes qui, de temps en temps, fait un rapport, pour dire c'est un peu n'importe quoi. C'est ça. On se retrouve dans un instant avec notre invitée Priscilla Ludowski pour parler, bien sûr, de transparence citoyenne, de mouvement démocratique, d'Europe aussi, et de sa candidature au sein de la liste Europe Écologie Les Verts. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je voulais vous dire que j'appréciais vraiment Sud Radio sans vouloir vous flatter parce que vous êtes les seuls quasiment qui êtes capables d'inviter des personnalités qui ont des points de vue différents. Sud Radio, parlons Sud Radio sans vouloir. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on se retrouve avec Priscilla Ludowski, candidate sur la liste Europe Écologie Les Verts pour les européennes. On en parlait en première partie d'émission, l'omniprésence médiatique du Premier ministre Gabriel Attal et du Président Emmanuel Macron, qui ont voulu d'une certaine façon invisibiliser les listes d'opposition très critiques vis-à-vis de cette prise de parole hier soir et de l'invitation également pour certains de Volodymyr Zelensky ce matin à l'Assemblée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette stratégie déjà de passer devant leur candidate Valérie Hayé, et puis ensuite d'essayer de mettre un duel entre le parti d'Emmanuel Macron et le parti de Marine Le Pen, le Rassemblement national? Je trouve que le parti d'Emmanuel Macron fait ce qu'il a toujours fait depuis 2018, c'est-à-dire que ils orientent la conversation nationale, vers ce qui les arrange. Et je trouve pas normal que y a une tête de liste pour leur parti concernant les élections européennes. Donc d'avoir comme ça ces intrusions successives du chef de l'État ou de son gouvernement, c'est quand même ça questionne encore les sujets. On parlait de la démocratie tout à l'heure, ça questionne cet aspect-là aussi. Et c'est assez inquiétant et ça va pas du tout en s'arrangeant. On sait que sous l'ère Macron, la France a été déclassée à 2 reprises comme démocratie défaillante. Je pense qu'il continue à contribuer. Alors bien sûr, le classement maintenant est revenu entre guillemets à la normale, mais en tout cas, il agit constamment, je trouve, à fragiliser
notre système démocratique, si j'ai envie de dire. Mais surtout, je trouve que ça me fait penser à l'élection présidentielle où il a limite écrit une lettre de motivation pour se présenter. Voilà, il avait fait une lettre dans je ne sais plus quel journal pour dire qu'il se présentait à l'élection. Alors on est en pleine crise sanitaire, mais quand même, il y a personne qui a pu questionner son bilan. Non. Avant qu'il se présente, et donc toutes voilà, la manière dont il a géré aussi le grand débat. Enfin voilà, voilà, j'ai l'impression qu'il y a un schéma qui se reproduit à chaque fois. Systématiquement. Et la violence, moi je trouve que il n'y a pas eu non plus beaucoup d'impact sur les nombreux gilets jaunes qui ont été mutilés lors des manifestations par une répression quand même qui a été ultra violente. Bien sûr, et d'ailleurs il y a l'ONU qui a de nouveau, alors c'était déjà le cas en 2019, mais en 2023 qui a épinglé la France à nouveau. Pour questionner l'usage disproportionné de la force, c'est ce qu'ils disent. Plusieurs pays demandent à la France des comptes. Emmanuel Macron n'a jamais réagi à ça, si ce n'est pour dire que c'était en réponse à une légitime défense. Et donc c'est anormal parce que on se retrouve en fait dans un pays qui se dit démocratique et qui porte les droits de l'homme, mais qui en fait les bafoue constamment. Et on peut parler aussi des libertés associatives. Bien sûr. Ce qui s'est passé avec Anticor, ce qui s'est passé avec la LDH. Enfin, c'est quand même inquiétant. Il y a de ça quelques semaines, Anticor qui n'a toujours pas son agrément. C'est quand même inquiétant. Un déni, un refus de la part du gouvernement. Sur une question aussi importante que la corruption. Et sur l'écologie aussi, on peut voir qu'il y a un double discours d'Emmanuel Macron, de faire croire qu'il est le champion of the climate, of the planet, je sais plus ce que c'était. Et puis la criminalisation en fait des mouvements écologistes, notamment les soulèvements de la terre, avec ce terme écoterroriste employé systématiquement par Gérald Darmanin. Encore une manifestation interdite par le préfet contre l'A69, il me semble. Qu'est-ce que ça dit en fait de la question écologiste et de la gestion par Emmanuel Macron? D'abord, les ONG, peut-être que les personnes qui nous écoutent ont envie d'avoir des avis différents que ceux des partis politiques pour se faire eux-mêmes leur opinion. Et les ONG telles que Réseau Action Climat et d'autres ont scanné les programmes des différents, en tout cas de 8 listes, les principales listes, on va dire, et sans surprise, Rassemblement National, Reconquête et LR et puis Renaissance ont des programmes qui ne sont pas du tout satisfaisants du point de vue de l'écologie. Et on peut aller voir le détail pour s'en assurer. Mais du coup, c'est pas une surprise. On a vu que la Convention citoyenne pour le climat, ça a été balayé d'un revers de la main. Emmanuel Macron n'a pas du tout tenu ses promesses là-dessus. Alors que là, ça avait été co-construit avec des personnes qui avaient des outils. Oui, mais c'était encore un truc de communication finalement. Pour lui, oui. Pour les gens qui ont bossé 9 mois, c'était quand même sérieux, quoi. Donc c'est vrai que ils ont été très déçus. Exactement, ils ont été déçus. Donc on voit bien qu'il n'a pas du tout l'intention d'aller dans ce sens-là. Et puis, oui, on qualifie les actions de désobéissance civile comme du terrorisme. C'est extrêmement grave quand on sait en plus que les gens vivent en temps d'actes terroristes. Avec des descentes de police, de brigades spéciales au petit matin. Notamment, il y avait eu un cafouillage où une famille s'était fait arrêter de manière assez musclée, violente, alors que c'était pas les bons. Ils avaient frappé à la mauvaise porte. Alors qu'il y ait des erreurs à la limite et qu'ils sachent s'en excuser et puis réparer en cas. Mais ça va plus loin. C'est-à-dire que du coup, il crée aussi des lois. Il y a eu la loi de sécurité globale où en fait il y avait l'interdiction de filmer dans cette loi, etc. Il y a tout un tas de choses qui sont mises en place pour faire qu'on soit limité dans nos actions en fait de nos actions militantes. Et oui, en fait, même l'ONU a aussi pointé cette question-là et cette inquiétude en disant qu'en fait, ça menace les droits humains et ça menace nos libertés. Et d'ailleurs, c'est intéressant qu'on en parle là parce que ça fait partie des choses que je veux porter aussi au Parlement, à savoir mener un état des lieux des pratiques de maintien de l'ordre dans les 27 pays des États membres de l'UE pour s'inspirer de pratiques qui vont vers la désescalade de la violence, qu'on pratique parfois dans les pays nordiques, et pour ensuite scanner de plus près la France et dire en fait ce type de mesures-là, ce type de mesures prises sur le terrain, ça ne fonctionne pas et ça blesse les gens, notamment pendant le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu beaucoup de mutilés. Et donc on a eu il n'y a pas si longtemps la Cour européenne des droits de l'homme qui s'est prononcée sur la question de la NAS avec Fawzi Lelouch. On avait porté plainte contre Didier Lallemand pour cette pratique qui avait mené à la catastrophe à Place d'Italie en 2019. C'est documenté, les observateurs de la Ligue des droits de l'homme ont documenté ça à Paris. Ils l'avaient déjà fait quand l'Allemand était à Bordeaux. Donc en fait, voilà, on a de la matière, mais c'est difficile de se faire entendre et c'est difficile d'avoir la justice de notre côté sur ces questions-là. Oui, c'est encore un déni démocratique d'une certaine façon. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est ça. Et on voit de quel côté le vrai pouvoir, c'est ça aussi. Oui. Et sur l'écologie, alors, puisque c'est un thème qui vous est cher, évidemment, le mouvement des Gilets jaunes part sur cette taxe carbone. L'idée de dire il faut toujours faire la poche des Français avec des nouvelles taxes pour la planète, pour l'écologie. Comment on fait pour sortir de cette idée de l'écologie punitive
définitive, les zones à faible émission qui vont encore être difficiles pour ceux qui ont des voitures trop vieilles et qui ne pourront plus aller en ville. Enfin, on a l'impression que tout ce qui est de l'ordre de la mesure écologiste aujourd'hui, elle est contraignante et toujours vers à peu près les mêmes, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter une voiture électrique, ceux qui n'ont pas les moyens de refaire l'isolation de leur logement, etc., etc. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là? Et qu'est-ce que proposent les Verts? C'est sûr que les multiples crises et dont celle du climat font que moins on agit, plus on aura des mesures qui nous feront pas plaisir. Et c'est pour ça que la Convention citoyenne pour le climat était intéressante, parce que ces personnes qui ont été tirées au sort, elles ont pu prendre la mesure de la situation et dire ok, il y aura des contraintes, mais peut-être qu'on devrait avancer progressivement et mettre ça en place. Et en l'occurrence, un exemple intéressant que moi je trouve et que j'ai envie de porter et qu'on a porté très fort dans le mouvement des Gilets jaunes, pour rendre accessibles les produits sains, on disait à l'époque, oui, mais en fait, on n'a pas les moyens de manger bio, on n'a pas les moyens de manger plus sainement, c'est beaucoup trop cher, donc forcément, on se dirige vers des produits qui sont plus toxiques. Là, ce qu'on porte et que j'ai envie de porter fort, c'est ce qu'on appelait la TVA verte. C'est l'idée de réduire, voire de supprimer la TVA sur les produits non toxiques et européens. Nous, on avait dit non toxiques et français, parce que c'était à l'échelle nationale pendant les Gilets jaunes. Mais du coup, c'est quelque chose que j'ai envie de porter parce que c'est plus admissible de dire aux gens mangez sainement. Et c'est trop cher. Ouais. Donc c'est ce genre de choses que j'ai envie de porter qui figure au programme. Et la deuxième chose, entre autres évidemment, c'est celle de ce qu'on a appelé le droit de veto social. Et c'est de dire, et ça aussi ça devrait être une logique même, j'ai envie de dire, continue dans l'écriture des lois, mais c'est une mesure, le droit de veto social, qui consiste à dire dès lors qu'on met une directive en place, on déclenche une consultation avec autour de la table les principaux acteurs et principales actrices qui seraient impactés par cette directive. Et si on se rend compte que ça impacte négativement de 10 à 20% les personnes les plus précaires de l'Union européenne, alors on met pas en place. Et ça, c'est quelque chose qui devrait être dans la boussole de chaque élu, j'ai envie de dire. On est loin du compte. On est très loin du compte. Donc on a peut-être tendance à croire que les écologistes portent pas de mesures sociales et démocratiques. C'est faux. C'est simplement que, évidemment, ils se sont bâtis sur ces questions écologiques et environnementales. Mais il y a des choses qui sont portées et moi, j'ai envie de les porter. Alors, dernière question, justement, les élections européennes, elles sont plutôt bonnes pour les partis écolos. Et cette fois-ci, on a l'impression que la campagne est difficile, les derniers sondages ne sont pas bons, Elvé serait sous la barre des 5%, donc pas forcément remboursé de la campagne. Comment ça se fait qu'on en arrive à ce désamour, ou du moins ce moment qui devrait bénéficier aux partis verts ne l'est plus? J'ai envie de croire que les sondages sont faux, hein. J'espère. Oui. J'espère pour plein de raisons. J'espère parce qu'en fait, la situation pour le climat s'arrange pas. Et que, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'admette ou pas, les écologistes ont le meilleur programme sur les questions écologiques. Donc s'il n'y a pas d'écologistes au Parlement, alors même qu'en face, on a quand même l'extrême droite qui vote des mesures antisociales et anti-écologiques, c'est problématique pour tout le monde. Je veux dire, il faut vraiment aller voter parce que c'est important que il y a des partis qui portent des sujets plus que d'autres. Et en l'occurrence, sur la question environnementale, il n'y a plus de sujet. Il y a le consensus scientifique. On n'est plus à débattre de s'il y a un dérèglement climatique. Là, il faut vraiment agir et envoyer des députés écologistes au Parlement pour faire qu'ils fassent leur travail, parce qu'ils le font. Il y a eu encore la publication d'ONG qui a scanné l'efficacité, en fait, l'exemplarité des élus. C'est-à-dire, on met en face le programme, on se dit en face, est-ce que ces personnes ont vraiment travaillé sur ces mesures-là et les ont mises en place? Et en fait, les députés ont cette exemplarité-là aussi. Donc c'est important, lorsqu'on a des personnes qui bossent et qui ont vraiment envie de bosser sur ces questions, de les laisser faire. Donc j'ai envie de dire qu'il faut aller voter le 9 juin pour les écologistes. Eh bien voilà, c'est le 9 juin. Alors après, vous votez ce que vous voulez, le 9 juin. Vous êtes dans votre rôle, évidemment. Merci beaucoup, Priscilla Lidowski. Tout de suite, dans un instant, la culture dans tous ses états avec André Berkoff et Céline Alonso qui reçoivent la romancière Anne Bassi et l'historienne Valérie Porteret pour parler du camp de Vénissieux pendant l'occupation allemande et comment 100 enfants ont pu être sauvés. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je voulais vous dire que j'appréciais vraiment Sud Radio sans vouloir vous flatter, parce que vous êtes les seuls quasiment qui êtes capables d'inviter des personnalités qui ont des points de vue différents. Sud Radio, parlons vrai. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et